بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله. Bienvenue à tous dans ce sujet assez particulier, hein, franchement, parce que c'est comme je disais, voilà, c'est une réflexion, enfin comme je disais dans le message d'invitation, c'est une réflexion qui date il y a une douzaine d'années, on va dire, où effectivement on a ou lorsque je travaillais à l'époque dans l'accompagnement, on va dire, des petites PME et pour que, voilà, sur l'ensemble de la supply chain, les choses puissent être harmonisées, les choses puissent être vécues de manière sereine. La réalité de la chose, c'est que je voyais pas de solution. Et pour quelqu'un comme moi qui ne voit pas de solution ou qui s'arrête à de la superficialité de solutions, c'est très perturbant en tout cas. C'est très perturbant. Bon, je vais pas détailler toute ma réflexion, mais en tout cas, on va aller au cœur du sujet, parce que voilà, pour directement entrer dans le cœur du sujet, c'est juste pour vous partager que ma réflexion, elle date vraiment maintenant de plusieurs années, quoi. D'où l'émergence de toute cette réflexion autour de la sortie de la mécanisation, du retour à l'artisanat, etc. C'est pas, voilà, c'est vraiment tout un cheminement intellectuel et puis tout un processus de réflexion et un ensemble de choses. Le sujet d'aujourd'hui, c'était justement une prise de conscience qu'on essayait de faire comprendre, notamment aux grandes entreprises, par rapport aux différentes commandes qu'elles pouvaient passer aux petites entreprises, d'accord, aux PME. Donc nous, notre objectif, c'était d'accompagner les PME. Et notamment, un des sujets qu'on accompagnait, c'était tout le stress que les grandes entreprises pouvaient générer lorsqu'elles avaient justement cette relation. D'ailleurs, les mots sont très forts, parce qu'on appelle fournisseur-client, mais bon, ça, c'est les mots un peu marketing. La réalité, dans le terrain, on appelle ça un donneur d'ordre, d'accord? Et un sous-traitant, d'accord? Donc, c'est de la sous-traitance. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est de l'ancien directeur des opérations qui disait ça. Il disait, en France, le vocabulaire est très violent. C'est de la sous-traitance, d'accord? T'es un sous-traitant et t'es un donneur d'ordre, d'accord? D'où toute la hiérarchie de la supply chain qui finalement crée énormément de stress chez les PME, et donc vraiment un espèce de course contre la montre, d'où vraiment le sujet dont on a parlé notamment dans le livre de Malcolm X, celui du taux de livraison, vraiment l'OTD, le On-Time Delivery. Vraiment, c'est le Graal ultime aujourd'hui de toute la performance industrielle. Euh, Wa alaykoum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue. Et il n'y a pas enfin justement, il y a pas ce Raouf Rahim entre le donneur d'ordre. Il n'y a pas de cette relation de salam entre entre le fournisseur et le client. Et notamment, voilà, ce qu'on faisait, c'est que on simulait un jeu qui est très connu, hein, enfin, qui est dans le milieu de la supply chain, qui a été inventé au MIT il y a une trentaine d'années, qui s'appelle le Beer Game et qui représente ce qu'on appelle le bullwhip effect. Le bullwhip, c'est le coup de fouet. On va voir pourquoi ça s'appelle coup de fouet. Parce que vraiment, ça ressemble à un fouet. Lorsqu'on donne un coup de fouet comme ça, vraiment, il y a une espèce de sinusoïde qui va en croissance dans son amplification. Et plus on avance, plus l'amplification augmente. Et ce coup de fouet, justement, c'est dû à un effet d'emballement, en fait. C'est dû à un effet d'emballement, de manque de maîtrise, de manque de lucidité face aux événements. Et pour moi, quand j'écoutais à l'époque, on m'avait fait passer une formation de l'APIX, d'accord? Donc c'était la formation Basics de l'APIX. Et quand j'écoutais, en fait, vraiment pendant toute la formation, moi, vraiment, il y avait justement sur le manque de collaboration à travers les maillons de la supply chain.
l'idée centrale ou la méditation centrale qui me venait, c'était vraiment la ayah de Surat Al-Anbiya. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Subhanallah, amma yushrikun. Donc, le ilah, une des traductions du ilah qu'on peut traduire, c'est le centre d'intérêt en fait. Du fait qu'on ait un client et un fournisseur, que le client, son propre centre d'intérêt finalement, c'est lui-même, et le fournisseur, son propre centre d'intérêt, c'est lui-même, et ainsi de suite sur tout le maillon de la chaîne, du coup, il n'y a aucune collaboration réelle en fait. Et ce qui fait que bah, toute la dégradation de la supply chain, tous les effets boule justement tous les coups de fouet qu'on subit, euh, c'est dû vraiment à ça. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. Justement, par manque d'alignement. On appelait ça vraiment le manque d'alignement de la supply chain. Du coup, par manque d'alignement au, au suprême intérêt, si vous voulez, le centre d'intérêt suprême, qui est la recherche de Dieu, vraiment, qui est la recherche de Dieu. Finalement, comme le monde industriel s'est complètement déconnecté de cette réalité-là, bah, ce qui fait que finalement, chaque entreprise, même chaque individu, quelque part, même si on zoome sur l'entreprise, chaque individu, son propre centre d'intérêt, c'est lui-même, en fait. D'accord? Et du coup, c'était ça ma méditation, en tout cas, que je vivais moi pendant vraiment tous les jours de la formation. Et aujourd'hui, je vais essayer un peu de vous partager un peu quelques éléments. Le frère Hassan aussi, voilà, il pourra intervenir quand ça lui paraîtra intéressant d'intervenir, ou il peut même prendre la parole carrément. Parce que voilà, lui aussi, il est dans ce domaine-là. Bon, voilà, comme la méditation, la conscience, c'est de l'ordre vraiment du personnel. Donc voilà, chacun va peut-être partager même des choses qui peuvent être pas forcément liées, mais finalement tout se rejoint. Euh, et du coup, qu'est-ce que c'est l'effet coup de fouet ou l'effet bullwhip? En fait, c'est vraiment lorsque sur la chaîne de consommation, vous avez le consommateur final. Lui, à cause d'un événement X, Y, Z, par exemple, si on a là, c'était vraiment dans le cadre du Covid, c'était vraiment, euh, c'était plus qu'un coup de fouet, c'était des vagues de fouet. Par exemple, lorsque tous les gens vont se ruer pour aller acheter, par exemple, des papiers toilettes, vont se ruer pour aller acheter de l'huile tournesol, bah, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce petit stress, mais même quand il n'y a pas énormément ce petit stress, même si par exemple un jour une température est supérieure, par exemple, et du coup les gens vont plus consommer de glace ou vont plus consommer d'eau, etc., par rapport à la normale, par rapport à ce qui a été attendu par rapport aux prévisions, qu'est-ce qui se passe? Donc là, vraiment, voilà, je vous disais, j'ai donné l'exemple du Covid, mais voilà, là, c'est vraiment un exemple très, très amplifié. Mais même sur des petites variations, on va dire, par rapport à des prévisions, euh, ça crée un espèce de stress client, vraiment, qui n'est... Si, par exemple, on avait prévu 5 par exemple, et finalement, on a une commande de 10. Et ça, on le voit, on va le voir ensemble Enfin, on va le voir. C'est ce qu'on montrait justement aux entreprises pour leur faire comprendre cette idée-là. C'est que si on avait prévu 5 et que finalement le client commande 10, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, sur le premier maillon, on aura nos stocks qui vont se vider ou qui vont se réduire. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Là, vous voyez dans le dessin, c'est écrit, ils disent buy more. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les services d'achat, ils vont acheter encore plus. Sauf que le fait qu'ils achètent encore plus, bah, ça va bah, chez le maillon d'avant. Qu'est-ce qui se passe? On aura encore des stocks qui vont encore moins se réduire, plus se réduire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça va créer un stress chez ce deuxième maillon qui va encore vouloir acheter encore plus. Et du coup, ainsi de suite, jusqu'à ce que finalement, le dernier maillon, en fait, lui, bah, il va voir vraiment une énorme quantité qui se réduit dans ses stocks. Du coup, il va produire énormément. Et là, justement, sur le beer game, bon, on appelle ça le beer game, le jeu de la bière. Bon, vous pouvez me dire, bon, on est ESE, voilà, pourquoi est-ce qu'on appelle ça, enfin, pourquoi est-ce qu'on fait référence? Non, parce que c'est important, parce que justement, entre guillemets, dans la tradition islamique, pourquoi est-ce que la consommation d'alcool est interdite? Parce que ça nuit à l'intellect. On n'est pas lucide.
On n'est pas lucide lorsqu'on est sous ivresse ou sous consommation d'alcool. Et justement, vraiment, ce jeu-là porte bien son nom. C'est le manque de lucidité. D'accord. Le beer game, c'est vraiment le jeu du manque de lucidité. D'accord? Euh, En gros, il y a une petite variation. C'est-à-dire que les consommateurs finaux, au lieu de se consommer 5 bières, ils vont en consommer 10. Et là, vous voyez, en fait, vraiment, c'est un jeu très intéressant parce qu'on a différents maillons. Donc là, vous avez le, le dernier maillon qui est le consommateur. Ensuite, vous avez le magasin, celui qui... là, vous avez la grande distribution. Là, vous avez la petite distribution. Là, vous avez vraiment le grand stockage. Là, vous avez le factory, l'usine. Et ensuite, ici, vous avez la matière première. Et là, les jetons, les différents jetons, en fait, vont représenter, si vous voulez, les quantités de stock qu'on peut avoir. Et ce qui est intéressant avec le jeu, c'est qu'à un moment, bah, on se rend compte, en fait, vraiment d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue de charge émotionnelle, c'est très impactant parce qu'on voit nos stocks complètement diminuer. Ensuite, à un moment, on comprend pas ce qui se passe. On se retrouve avec une quantité de stock incroyable. Et du coup, on ne sait pas quoi en faire. D'accord? C'est-à-dire que, et là vraiment les chiffres sont à la fin quand on fait le débrief, c'est très parlant parce que pour une consommation de 180 bières, on aura 600 bières qui vont être injectées dans le tuyau. D'accord? Donc pour vous dire le manque de lucidité vraiment qui se passe, ce manque de lucidité vraiment, pour 180 bières, on aura 600 qui vont être injectées dans le tuyau. Et donc voilà, tout un gaspillage, vraiment tout ce façade qui opère, tout ce gaspillage, tout toute l'énergie dépensée, etc., etc. Et ça, c'est du fait vraiment qu'il n'y a pas de partage justement collaboratif entre les fournisseurs et les clients. C'est-à-dire que chaque maillon de la chaîne, lui, il est concentré sur son propre truc. C'est son propre centre d'intérêt. D'accord? Donc lui, il va analyser plus ou moins les données que des commandes de ses clients. Et à partir de ça, bah, lui, il va s'imaginer des choses qui ne sont pas forcément vraies. Et du coup, il va commander encore plus du fait de ce stress-là. Et c'est ce qui fait vraiment, c'est ce qui fait cet effet coup de fouet en fait. D'accord? Et là, pour moi aussi, voilà, il y a une réalité de Ya'juj et Ma'juj parce que Dieu dans Surat Al-Kahf, justement, en parlant de l'effet cosmologique de la fin des temps, il dit, وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. Et du coup, on aura vraiment une espèce de supply chain qui a des coups de fouet, donc des vagues, vraiment des vagues de production, finalement, qui ne sont même pas réelles, d'accord? Des vagues de production qui nous envahissent. Et là, vraiment, dans le jeu, on se sent envahi à un moment. On n'a plus rien et à un moment, on se sent envahi par une énorme quantité de stock qui nous arrive. Et du coup, on n'a pas du tout quelque chose de linéaire, on n'a pas quelque chose de maîtrisé. Et c'est dû du fait de ce manque de lucidité. Alors moi, si je devais renommer le beer game, c'est vraiment le jeu du manque de lucidité de la supply chain. D'accord? Et cette charge mentale, en tout cas, de ce jeu-là, est très intéressante, comme je disais, parce que tu le vois à travers les jetons. Au début, tout le monde est aligné, d'accord? Tout le monde a la même quantité de jetons, d'accord? Voilà, au début, on passe commande, voilà, tu as des jetons, etc. Mais il suffit, comme je disais, d'un seul stress à la fin de la chaîne, d'accord, chez le consommateur final. Au lieu qu'il commande 5, ben, il va en commander 10 pour que ici, à la fin, du coup, dans les matières premières, on se retrouve à en produire, je sais pas moi, 80, alors qu'il y a eu juste un petit écart de 5, d'accord? Euh, Et voilà, c'est assez parlant. En tout cas, bon, l'expérience du jeu, bah, je vous invite en tout cas à la faire. Peut-être, enfin, nous, c'est à réfléchir, hein. Peut-être que pour le SE, on pourra éventuellement la proposer en activité, etc. Enfin, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est une expérience intéressante. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle nous, à l'ESE, voilà, on a beaucoup parlé du retour à l'artisanat, etc., vraiment de changement de paradigme, etc. Mais déjà, dans le modèle actuel, il y a un changement de paradigme à opérer. Euh, Parce qu'il y a une dame qui a, euh, qui a beaucoup aussi réfléchi et médité sur les problématiques de la supply chain. Elle a passé toute sa carrière vraiment à travailler dans la planification, voilà, dans les aspects de la supply chain.
Et finalement, à la fin, elle s'est rendue compte que, au-delà de la résolution de simples problèmes de supply chain avec, voilà, soit des PDP, des programmes directeurs de production, ou des PIC, des plans industriels et commerciaux, voilà. Finalement, elle s'est rendue compte que en fait, c'est tout le changement de paradigme qui doit changer en fait. C'est que au lieu de choisir entre ce qu'on appelle le flux tendu et le flux poussé, c'est lorsque on produit et on pousse vers le marché. Et le flux tendu, c'est on essaye, entre guillemets, de suivre ce que le marché va dire bah, pour essayer de suivre le marché. D'accord? Elle disait en fait, il faut sortir de cette dualité-là, du flux poussé au flux tendu, pour y réimaginer les choses autrement, en tout cas. À une autre occasion, on pourra parler de sa démarche des DMRP, mais en tout cas, parce qu'elle était venue à Toulouse justement pour nous présenter, enfin, c'est une Américaine, elle travaillait dans le milieu aéronautique, mais chez Bouygues. Euh, Elle disait le plus important dans tout ça, avant tout ça, c'est vraiment la philosophie de supply chain qui doit, le paradigme, la perspective, le point de vue qui doit changer. D'accord? En tout cas, bon, peu importe. Aujourd'hui, on n'est pas en train de discuter le DDMRP, sa méthodologie. Mais moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est que vraiment, dans sa présentation je sais pas moi, elle nous avait fait peut-être une journée peut-être de présentation. Vraiment, elle avait passé les 2 premières heures juste à nous, à nous matraquer par le fait que c'est le paradigme qui doit changer. Donc, j'avais beaucoup apprécié en tout cas sa démarche. Parce que nous avait vraiment donné voilà, des choses du monde du concret, en fait. C'est que finalement, et ça, tous les planificateurs vont le dire, et on l'avait vu même en formation, le formateur il nous l'avait dit, par définition, un planning est toujours faux. Ça, c'est la définition de base. C'est qu'un planning est toujours faux, et plus tu t'écartes dans le temps, bah, plus tu auras vraiment des écarts par rapport à ta planification qui sont faux. D'accord? Donc ça, c'est la définition même d'un planning. On ne peut jamais avoir un planning vrai. D'accord? Donc à partir de là, donc ça, c'est une réalité statistique voilà, qui est claire et nette. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Donc elle a réfléchi autrement en tout cas. Bon, je vais peut-être laisser la parole un peu aussi au frère Hassan pour qu'il nous partage des choses. Mais en tout cas, moi, moi comme je vous disais, dans l'esprit de changement de paradigme, après avoir, il faudrait que je trouve le temps aussi peut-être de l'essayer, parce que dans le jeu du beer game, le jeu de manque de lucidité, ici, là, au niveau des matières premières, il y en a qui mettent même l'agriculteur, d'accord? Qui mettent l'agriculteur, donc le producteur de malt ou un autre composant, bref, qui va pour dans la composition de la bière. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour moi, je me dis en fait, parce que la première fois, on fait une simulation de jeu. Enfin, nous, comment on le faisait? On faisait une simulation de jeu où chacun était son propre centre d'intérêt. Et dans un deuxième temps, on peut refaire l'expérience avec un système beaucoup plus collaboratif. D'accord? C'est-à-dire que voilà, les acteurs vont collaborer entre eux pour se définir un planning d'ensemble, etc. Et malgré ça, on voit que vraiment toujours le coup de fouet, il est là, mais il est amoindri, si vous voulez. D'accord? Donc plus on a de la collaboration, plus il est amoindri. Bah, Bien. ouais, Et désolé. je vais finir, Sidi Hassan, et je te laisse Désolé. la parole. Mais moi, j'aimerais encore essayer une autre simulation, en fait. C'est que là, tu vois, sur l'agriculteur, parce que voilà, enfin, moi, du coup, c'est le domaine, du coup, dans lequel je me suis un peu plus intéressé ces dernières années. Si on va chez l'agriculteur, bah, l'agriculteur, il va sûrement être en monoculture. D'accord? Si c'est un producteur de malt, il va être en monoculture de malt. Wallah alam en tout cas, mais j'aimerais bien le tenter. Mais si par exemple, tout ce coup de fouet, si l'agriculteur, lui, il n'était pas en monoculture de malt, d'accord? S'il était en polyculture. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que finalement, ça va l'obliger à avoir une certaine quantité de stock, finalement, qu'il ne pourra pas dépasser. Parce que de toute façon, et ça, je l'ai vu dans le film que je vous ai dit de regarder. Je sais pas si je l'ai dit dans le cadre des rencontres OSE, mais le film, vraiment, le Mission Régénération, justement, il y a un agriculteur américain qui témoigne. Il disait, c'était un producteur en monoculture de maïs, d'accord? Mais il disait, après 3 ans de dette et d'endettement c'est même pas jusqu'à la moelle, c'est vraiment, il coulait sous les endettements.
Il s'est dit, bah pareil, il s'est dit, comment est-ce que je peux réfléchir autrement pour me sortir? Parce que là, je vais pas m'en sortir, là. Là, ça fait 3 ans, j'entame ma quatrième année, qu'est-ce que je dois faire? D'accord? Et du coup, il s'est relancé dans un système de polyculture où finalement, il était plus du tout dépendant, enfin, un peu dépendant du marché du maïs. Parce qu'avant, c'était que le marché du maïs qui définissait sa politique agricole. D'accord? Donc, ça serait intéressant finalement de voir si, au niveau de l'agriculteur, si lui, l'agriculteur, il est en polyculture, du coup, il ne peut que produire une certaine quantité d'orge ou de malt, ou enfin peu importe, et du coup, à côté, il produit autre chose. Du coup, ça lui donnera moins de dépendance par rapport à un seul marché. Et du coup, ça pourrait rééquilibrer, enfin, il faudrait voir, mais ça pourrait rééquilibrer tout l'effet coup de fouet. C'est-à-dire que même si on a des commandes qui vont dans tous les sens, bah, finalement, l'agriculteur, lui, chut, il fait une tauba générale, si vous voulez. Vraiment, il fait une tauba générale. Il remet tout comme à l'électricité, il remet tout à la masse, il remet tout à la terre. D'accord? Donc tout le monde se calme. Allez, hop. D'accord? Donc même si les gens ils commandent des trucs de malade, finalement, une tauba générale pourrait vraiment être la solution par un système de polyculture chez l'agriculteur. Wallah alam, en tout cas, c'est quelque chose qui pourrait être réfléchi. Et ça, effectivement, il y a et je finis vraiment sur ça et je donne la parole au frère Hassan. Ça, il faut, vraiment, ça devrait être réfléchi parce qu'on voit, par exemple, que le prophète Youssouf, alayhi salam, ça fait euh, il fait une planification sur 15 ans, d'accord? Quand il propose une, une solution de sortie à une crise de famine, il va vraiment planifier les choses sur 15 ans et à partir de là, euh, bah, quelque part, vraiment, voilà, tout le monde va s'aligner, vraiment, on aura une supply chain qui va s'aligner sur la planification donnée par le prophète Youssouf alayhi salam. Et c'est ça vraiment la bonne gestion en tout cas, c'est on n'est pas au service vraiment de l'influctuation du marché. Est-ce que le marché va augmenter? Est-ce que la demande va augmenter? Et on est là en train de courir derrière le marché. C'est le marché qui nous définit. Non, c'est que nous, on planifie les choses d'une certaine manière. Effectivement, bon, après, il y a les aléas de la nature, etc. Mais comme je disais, plus on est en polyculture, moins on a d'aléas, même même si on a une perte quelque part, ben on aura quelque chose qui compense autre part, etc., etc. Voilà, ouais, en tout cas, mais c'est à essayer, c'est à tenter. Voilà, Sidi Hassan, moi, en tout cas, ce que je voulais partager. Ben, bismillah, je te passe la Bah parole. écoute, c'est intéressant. Moi, je vais peut-être reprendre ce que tu as dit, mais avec peut-être un vocabulaire légèrement différent. En vérité, c'est vrai qu'une planifier, c'est dans la nature humaine, tout simplement parce que dans la nature, il y a des saisons. Et pour quelqu'un qui habite dans un pays comme la France, par exemple, s'il ne planifie pas, ne serait-ce qu'à l'échelle d'une année, bah, en hiver, on n'a pas ce qu'on a en été, ni au printemps, et donc forcément, planifier, c'est profondément humain. Et en fait, ce qui se passe au niveau de la logistique et au niveau de toutes ces défaillances que tu as mises en avant, en fait, c'est lorsqu'on oublie l'humain. C'est lorsque l'humain s'oublie lui-même et qu'il oublie ses qualités essentielles, qui sont par exemple des choses comme Ulil Albab, les gens doués d'intelligence, ou Abdullah, c'est-à-dire que finalement son lien de servitude ou de dépendance le plus fort et premier, c'est envers Dieu. Et effectivement, quand on oublie ces qualités qui définissent l'homme et que l'homme se réduit à une machine ou à un engrenage dans, on va dire, dans une dynamique infernale, eh ben, c'est là que surviennent tous les problèmes. Par exemple, au niveau de ce coup de fouet là que tu as décrit, en fait, typiquement, là, on est dans un cas où on confond la mesure. En fait, on récupère une mesure qu'une personne intelligente a définie un jour pour pouvoir mesurer intelligemment un phénomène. Et en fait, ce qu'on zappe, c'est ce qu'on oublie, et c'est là qu'on s'oublie, c'est l'interprétabilité. Comment j'interprète ça? J'utilise mon intellect pour interpréter ça et pas juste suivre comme on suivrait, comme suit une personne suivre, on va dire, naïvement ou bêtement, ce qui m'apparaît. Et donc là, en fait, ce qu'on peut, en termes de logistique, peut-être ce qu'on peut séparer ici, et ce qui est parfois très confondu, c'est en fait la mise en place de processus
qui sont des processus en fait vivants, qui doivent tout le temps être mis à jour, tout le temps être travaillés avec éveil, et l'automatisation. En fait, on confond souvent ces deux choses, mettre du process automatisé, ce qui peut aller dans le même sens parfois, mais souvent, en fait, on automatise des procédures jusqu'à oublier pourquoi on les a mises en place, ou soit à quoi on voulait être vigilant. Et en fait, c'est s'oublier soi-même, c'est que voilà. Par exemple, parfois, on est des êtres humains, ok, je suis ton supérieur hiérarchique. Effectivement, j'ai des responsabilités. Ces responsabilités me permettre, parce que je suis responsable à compte problème, c'est moi qui décide comment on va faire les choses. Mais la réalité, c'est qu'en face de toi, tu as des êtres humains. Et que si tu formules pas comme il faut, si tu es un peu trop, parfois tu es un peu trop rude ou si tu es un peu trop direct dans ta façon de dire les choses, eh bien, parfois, même si tu as raison, il se peut que ça va pas fonctionner. Parce qu'en fait, tu as simplement oublié la dimension humaine qui est de savoir s'adresser aux gens avec une certaine qualité. Et moi, ça, je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu la différence entre le problème, comment il a été détecté, le problème, comment on me l'a formulé à moi, et ce qu'il faut faire, et comment ça a été transmis aux équipes. Et j'ai vu quand des personnes, on va dire, avec une certaine compétence, la façon dont elles transmettent les messages aux équipes, quand c'est bien fait, honnêtement, ça s'apprécie et on est étonné de voir comment c'est fluide. Et ça, je pense, ce sont toutes des qualités humaines qu'il faut surtout pas oublier et qu'on oublie parfois sous prétexte d'automatisation ou de performance, qui en fait, pour moi, c'est simplement s'oublier. En fait, et là, peut-être, si on veut revenir à des notions islamiques, on a par exemple le dhikr, le rappel, l'idée qu'il faut toujours se rappeler que pourquoi on fait les choses. La conscience, être conscient de ce pourquoi on fait les choses. Pourquoi on a mis en place ce processus, quels sont les points de vigilance qu'on doit garder. Après, on reste des êtres humains, hein, on peut fauter, etc. Mais si on est dans cette logique-là, en général, il y a comme une marfira, il y a comme quelque chose qui fait que même quand ça dérape, eh ben, ça dérape pas trop, etc., etc. Et que généralement, quand ça dérape au point que c'est un peu partout n'importe quoi, c'est que vraiment les gens agissent comme des robots, hein. Ou alors, c'est qu'il y avait des problèmes qu'on a vus il y a un moment et qu'on a fermé les yeux et qu'on est dans une rafla, si on veut reprendre des termes islamiques, on est dans une rafla et qu'à un moment donné, bah, c'est que de l'endettement, hein. À un moment donné, tout ce que t'as pas, tout ce que tu as voulu mettre sous le tapis, bah, à un moment donné, ça ressort même. Donc en vérité, il y a toute une terminologie islamique qui vraiment s'applique parfaitement à la supply chain et c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Voilà. Oui, effectivement, bah, barakallahu fik, c'est très vrai ce que tu dis, c'est vraiment très très vrai, parce que bon, subhanallah, en t'écoutant parler, j'ai eu en mémoire hein, bah, l'exemple vraiment d'un frère qui bah, je vais donner des dates approximatives en tout cas, mais qui en 2015, il me semble, en 2015, voilà, que j'avais rencontré à la mosquée, etc. Et lui, il travaillait à l'époque chez Zodiac. D'accord? Je ne sais pas si l'entreprise, elle existe encore, mais en tout cas, l'entreprise, enfin, la branche qui travaille en aéronautique, elle s'est fait racheter par Safran. Il me semble en 2018, voilà, je vous donne des trucs approximatifs, mais en tout cas, voilà, vers 2018, je crois que ça a été racheté. Mais moi, le frère, voilà, je l'avais rencontré en 2015, et il travaillait justement chez la planification, enfin, dans le service planification chez Zodiac, en fait. Lui et un autre, tu vois, bah, et il me disait, justement par rapport à la planification, il me disait combien en fait ces super hiérarchiques étaient, voilà, et manquaient de adab, vraiment. Manquaient terriblement de adab, vraiment d'art de vivre, et et c'est ce qui faisait en fait vraiment que Zodiac avait d'énormes retards jusqu'à ce qu'effectivement, bah, à un moment, elle puisse plus du tout livré à l'heure. Et puis voilà, c'est là où à l'époque, voilà, ses clients l'ont même dans la presse, hein, ils l'ont taclé, etc. Bah, du coup, elle s'est fait racheter après par Safran. Du coup, elle a cessé d'exister. Donc, vous pouvez voir, en fait, comme un gros truc, tu vois, enfin, une espèce de grosse structure comme Zodiac, en fait, va disparaître du fait qu'on oublie l'humain. Comme tu disais, en fait, tu vois, on oublie l'humain
et c'est vrai, subhanallah, c'est extrêmement vrai. Euh, ne jamais l'oublier l'humain et c'est intéressant parce que tu vois, par exemple sur là typiquement sur le beer game, euh, finalement parce qu'on dit, tu sais, on dit dans la, enfin, je pense que t'as dû être exposé à ça, peut-être, tu vois. On dit que enfin, dans un système qualité, ce qui doit importer, c'est le service client, c'est le client, etc. Mais en réalité, quand on dit ça, en fait, c'est pas le service client, c'est la consommation du client. Et même, c'est l'argent du client, pour pousser, comme disait André Comte-Sponville, c'est l'argent du client qui nous intéresse. Mais en tout cas, même si on reste voilà, dans un système de qualité, c'est même pas le service client, en réalité, c'est la consommation du client. Mais finalement, si on réfléchit autrement, tu vois, si on réfléchit autrement, et, euh, et on pourrait imaginer vraiment quelque chose qui puisse être, non, le plus important, c'est la conscientisation tu vois, des êtres. Dans une conscientisation des êtres, ça te change vraiment toute ta perspective. Tu vois, et ça me rappelle le frère qui va, par exemple, notamment participer à la reconstruction de Notre-Dame en tant que ébéniste, il me semble, ou menuisier, ou peut-être même les deux. Et lui, il a toujours fait le choix, en fait, de ne jamais utiliser de mécanisation. Tu vois? Il a dit, voilà, enfin, moi, mon choix, ça a été vraiment de toujours faire de la menuiserie sans mécanisation parce que, voilà, j'aime commencer ma journée justement par une prière. J'aime faire vraiment les choses avec conscience de prendre mon temps, etc. Et là, je le vois, moi, dans les espaces verts, par exemple. Quand tu utilises des machines, en fait, dans les activités où tu n'es pas obligé d'utiliser des machines, et du coup que tu peux faire à la main, subhanallah, bon, je vous dis, en fait, il y a le dhikr qui vient, en fait, tu vois, tu es là, tu es vraiment dans un espace ouvert, etc., tu as le dhikr qui vient, voilà, naturellement, tu rentres dans un dhikr, en fait, tu vois, peu importe, tu vois, de quelle tradition tu es, mais tu rentres dans un espèce de mantra, tu vois. Mais à partir du moment où tu utilises une tronçonneuse, déjà, tu es obligé de mettre un masque, tu es obligé, et là, tu vois, جعلنا في آذانهم وقرا, littéralement, tu vois. لا يستطيعون سمعا. On ne peut plus entendre. Tu vois, on ne peut plus entendre la nature qui nous parle parce que justement, on va utiliser cette tronçonneuse, on est obligé de mettre le masque et on est obligé de... Et là, c'est impossible d'être en dhikr. Ou alors, vraiment, tu vas te forcer, mais tandis que voilà, il va durer peut-être 20 secondes, mais après, tu vois, et subhanallah. Et c'est là où effectivement on peut te dire, ouais, non, mais tu vas manquer de dynamisme, tu vas manquer d'efficacité, tu vas manquer d'efficience, etc. Mais quel est mon objectif, moi, derrière? Vraiment, quel est mon objectif derrière? Tu vois, l'entreprise est un support, l'entreprise est une structure, et une structure, c'est un support, ce n'est pas une finalité. Et c'est ça, c'est vraiment ça. Bon, je sais que je peux paraître un extraterrestre quand je parle comme ça, mais en tout cas, voilà, moi, ça m'a beaucoup touché que le frère menuisier, en tout cas, vraiment, voilà, c'est une expérience réussie. Peut-être je vais republier son interview, voilà, avec les éditions Le Baïna, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une expérience Ah, Oui, tout si, à si fait, je peux, bien commenter un sûr. peu ce que tu dis, bah là, effectivement, après, ce qui est intéressant quand on parle de ces choses-là, c'est que là, il faut regarder au système global, c'est-à-dire que l'opportunité qu'a le frère, elle est belle, mais en vérité, quand tu regardes l'entreprise, elle répond aux besoins clients. C'est-à-dire que pour chaque profil client, on va dire à peu près, il y a des entreprises qui vont répondre. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que de toute façon, un travail, à un moment donné, un travail humain, il doit servir un autre humain. Et servir un autre humain, bon, c'est répondre à, c'est pas forcément, euh, on peut être dans une démarche de conscientisation, mais au moment T, en fait, tu donnes ce que le client veut, sinon il n'achète pas. Et sinon, tu peux pas produire. Donc effectivement, il y a des niches comme ça qui sont préservées, mais en vérité, ces choses-là, une bonne planification, une bonne chose comme ça, bah, ça revient à ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au prophète Youssef. En fait, ça se décide très haut. Une bonne planification, ça se décide vraiment à haut niveau. Et en fait, ça, c'est une réflexion que doivent avoir les politiques, c'est-à-dire à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut pour nos gens? Qu'est-ce qu'on veut pour... et même que le citoyen lui-même doit réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on veut pour nous? Est-ce que ce qu'on veut, c'est surconsommer? Est-ce que ce qu'on veut, c'est vraiment consommer, jeter? Est-ce que ce qu'on veut, c'est avoir, par exemple, des fraises toute l'année?
Et, et voilà. Et une fois qu'on a choisi un mode de fonctionnement, après, il y aura forcément. Sidi Hassan, on t'entend plus. Je ne sais pas si ça vient de moi en tout cas. Mais Bon, tu peux être précurseur, etc., faire des choses, mais à l'échelle nationale, si le consommateur, ce qu'il veut, c'est ça, honnêtement, à grande échelle, ça va être difficile de faire autre chose. Enfin, c'est ce que je pense. Tu vois. Bah, après, je sais pas trop, mais et c'est pour ça que vraiment, plus les décisions sont prises hautes et bien orientées, plus, plus on peut se permettre comme ça de réfléchir au bien-être des gens et de faire des choses en conscience, tu vois. Même si, bien sûr, il y a des niches, etc., pour tout le monde. Mais moi, vraiment, ce qui m'intéresse, ce que je trouve intéressant, c'est ce qui peut vraiment se généraliser comme ça à tout le monde. Et ce qui est bien avec la planification, c'est qu'en vérité, dans chaque domaine, on peut vraiment on peut améliorer les choses. Par exemple, dans les endroits où on produit beaucoup, ce qui peut être intéressant avec la planification, c'est de réduire les déchets. Ça peut être intéressant. Et en fait, il y a des marges de progression dans vraiment plein de domaines, même si globalement, on sait qu'on peut faire mieux, quoi. Mais voilà. oui, effectivement, moi, je suis en partie d'accord. Je suis en partie d'accord parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui se décide à haute échelle, mais quelque part, l'idée de vraiment entre guillemets, on a les politiques qu'on mérite, tu vois, c'est un peu ça aussi, tu vois, on a les politiques qu'on mérite. C'est que bah, s'il n'y a pas une conscientisation, même d'une partie en tout cas, tu vois, même une partie, elle est suffisante, tu vois. Pour donner l'exemple, tu vois, moi, dans l'espace vert, par exemple, dans les jardins, par exemple, si les jardins, si on commence à voir, bon, il y en a, mais si on commence à voir de plus en plus de gens qui ont conscience en fait qu'avoir un gazon dans son jardin, c'est pas nécessaire, et puis que c'est voilà quelque chose qui n'est pas nécessaire, qui n'est pas forcément dans un cycle naturel des choses, etc. Et que oui, on peut réduire la taille de l'herbe, etc. Mais si voilà, pour nous, on a toujours l'idée de, ah, il nous faut un gazon, du coup il nous faut un gazon, et puis il nous faut un gazon, puis parce que c'est comme ça. Bah forcément, tu vois, bah, les propositions que je peux faire ou qu'un autre peut faire, etc., d'une autre manière, bah, ça va toujours être resté dans une niche. Et puis Mais voilà, c'est toute une. Ça va de pair, en fait, tu vois, ça va de pair. Pour moi, c'est la même chose. C'est que la chose, elle est à travailler dans les deux sens. Mais en tout cas, là où on peut se rejoindre, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un contexte, en tout cas, où c'est pressant de faire des changements. Tu vois, bon, il y a la crise du pétrole, là, tu vois, voilà, qui dure là depuis plusieurs mois, même depuis plusieurs années, hein, depuis la guerre le début de la guerre en Ukraine, etc. Voilà, il y a ce paramètre-là, il y a le paramètre, bah, clairement aujourd'hui, c'est même plus du réchauffement climatique, c'est de la destruction climatique, vraiment à tout point de vue. Voilà, donc on est dans un contexte qui nous presse aussi, tu vois. Donc ce que, entre guillemets, avant pouvait être du volontaire, de la conscience volontaire, etc., bah, aujourd'hui, bah, effectivement, bah, les politiques se retrouvent vraiment face à, même eux se retrouvent face à quelque chose qui est pressant, tu vois, dans une situation de asr. Et du coup, effectivement, il y a un tawasi bil haqq, un tawasi bil sabr qui doit réellement émerger, qui doit réellement s'exprimer. Mais en tout cas, voilà, c'est que pour moi, ça va dans les deux sens, c'est qu'on a les politiques qu'on mérite et qu'effectivement, si on veut un alignement, bah, on a cette nécessité que les choses, elles se décident d'en haut et puis que toute la chaîne, elle se... bah, mais grosso modo, ça s'alimente, si tu veux, tu vois. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Euh, Mais en tout cas, effectivement, le travail de conscience, en tout cas, il est très important. C'est ce qu'on essaie un peu de travailler, en tout cas, enfin, comme on peut à notre échelle. Et
En réalité, voilà, il n'y a pas de solution miracle. Il y a un travail à faire et puis quand Dieu le décide. Bah, pour moi aussi, ce que je vois aussi, tu vois, c'est qu'effectivement, le prophète Youssouf, alayhi salam, bon, il arrive tu vois, à un moment où il est dans une posture où il peut définir, tu vois. Mais qu'est-ce qui se passe avant? Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est ma lecture. Bon, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais il se passe que le frère Hassan, il est parti. Je vais juste essayer de l'appeler pour qu'il nous reparticipe avec nous à la discussion. Excusez-nous. J'espère qu'il va revenir rapidement. Inch'Allah. Allah. Oui, Jadalo, excuse-moi, j'ai un Oui. problème de réseau, je comprends pas trop. Ah, d'accord. J'ai un problème, enfin, je suis sur l'application, mais ça tourne, ça Ouais. marche. On clique sur le lien, attends, normalement ça devrait marcher. Ok, ok. Et... Franchement, ça bug, je sais pas ce qui se passe. Ok, ok, ok. Ben écoute, en attendant, moi je peux continuer ce que je voulais exposer. Tu vois, toi tu m'écoutes en Ouais. même temps et puis quand tu reviens, tu pourras commenter, Inch'Allah. Ça marche pas, sinon, dans tous les cas, dans un quart d'heure, j'en parle. En tout cas, voilà, Khloé Fikoum Ouais. pour le partage, et puis voilà, j'espère à très bientôt. Ouais. Non, mais voilà, reste avec moi au téléphone, juste je commente un peu ce que je Ah, voulais. d'accord, ok. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà. Donc oui, je disais, le prophète Youssouf, alayhi salam, du coup, avant, qu'est-ce qui se passe? Il est en prison. Et vous voyez qu'en prison, il mène un travail éducatif. Tu vois, il mène un travail éducatif. Et là, voilà, moi, que ce que je lis du fait que bah, Dieu, c'était une volonté divine qui reste plusieurs années en prison. Allahu alam, en tout cas, parce on le voit par exemple dans le cas de l'imam Ahmed, rahimahullah, par exemple. L'imam Ahmed, il est dit que tous les gens de la prison qui sont rentrés avec l'imam Ahmed sont tous sortis des savants. Parce qu'il leur faisait des durous, tu vois, tous les jours, etc. Donc, à mon avis, la lecture que j'en fais, c'est que le prophète Yusuf, alayhi salam, à travers cette population-là qui est incarcérée, il va faire tout un travail éducatif et à partir du bas, justement, va émerger une nouvelle conscience, en tout cas, et c'est là que bah, Dieu va intervenir pour changer toute la société derrière, tu vois. C'est parce que... L'exemple Oui, que tu sais est très intéressant parce qu'effectivement, il y a un travail de conscientisation, mais en fait, c'est ce travail de conscientisation à la base qui va le propulser au sommet. ouais, C'est parce que, tu vois, ça, à un moment donné, il est quand même propulsé au sommet. Et effectivement, en fait, ce qui est bien, c'est parce que comme il y a ce côté de, il y a ce qu'on peut apprécier dans l'acte divin, c'est qu'il nous surprend. Dieu est vivant, et Dieu est beau, et dans sa façon et dans sa façon de s'exprimer, de se manifester, il y a quelque chose qui nous surprend. Il y a le subhanallah qui vient. Et en fait, il y a quelque chose à un moment donné la base, enfin, ce qui vient de la base est propulsé au sommet. Et c'est à ce moment-là que vraiment les choses deviennent effectives. C'est comme si tu m'aimes dans le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que quand il était en position, on va dire, euh, d'écoute, où les gens l'écoutaient, que toute la société, on va dire, tout ce qui est lié à l'administration de la société a été mis en place. Mais avant, c'était vraiment un effort de conscientisation. Tu vois, quand on différencie les sourates mécoises, les sourates médinoises, etc., on voit bien la transition. Bien sûr, il y a le travail à la base, mais en fait, il y a ce moment où c'est propulsé au sommet. Et d'ailleurs, quand c'est à la base, généralement, les gens, ils y croient pas trop. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de miracle. Mais, euh, mais c'est ça, quoi. Et donc, en fait, moi, effectivement, quand je dis ça, c'est pas, c'est pas par, comment dire, par désespoir, mais c'est dans le sens où, quand l'occasion vient, il faut la saisir, quoi. C'est-à-dire que, il faut travailler pour l'opportunité, et quand l'opportunité est là, il faut faire les choses. Et il y a beaucoup de choses qui se font, hein. Il y a beaucoup de choses qui se font, euh, généralement, régulièrement, on entend des nouvelles qui sont rassurantes, des tendances qui prennent, il y a beaucoup de choses quand même
qui se mettent en place, même si après, malheureusement, c'est récupéré plus ou moins bien, mais quand même beaucoup de bonnes dynamiques. D'ailleurs, même le petit groupe qu'on a là, c'est une manifestation de ce qu'on dit, tu vois. Alhamdoulilah, il y a quand même il y a des choses qui se font. Alhamdoulilah. Ouais. Bah, barakallahu fik. En tout cas, bah, j'espère que ça a été entendu, en tout cas, enfin, sur ordinateur. J'espère que ça a été clair, les paroles du frère Hassan. Bah, pour conclure, effectivement, ça rejoint la conclusion aussi qu'on avait eue avec le frère Joachim quand on parlait de son projet, justement. Enfin, une très belle dynamique. Inch'Allah, qu'Allah lui facilite son projet d'écolieu. Enfin, bon, je ne sais pas si c'est un écolieu, etc., enfin, proprement dit, mais en tout cas, voilà, son projet qu'il mène d'ouvrir un endroit pour un collectif qui souhaiterait le collectif Al-Kitab. Euh, donc, on avait conclu sur le fait que quand il parlait justement, il échangeait avec les différents acteurs d'un collectif qui a bien marché, hein, qui a bien essaimé, machallah, qui sont le Colibri, le collectif du Colibri. Il disait effectivement que l'important, c'était de bien se mettre d'accord sur le mode de gouvernance. Donc on revient un peu à ça aussi, voilà, avec moi, j'ai l'impression qu'on revient à la même conclusion en tout cas. On s'était arrêté là avec le frère Joachim, que la réflexion autour du mode de gouvernance est quelque chose de se mettre d'accord, d'accord, pas juste une réflexion, mais de se mettre d'accord. Et moi, j'avais conclu sur le fait que, pour moi, vraiment, le schéma des abeilles, euh, dans vraiment tout leur processus initiatique, vraiment de la naissance jusqu'à le fait que ils ont vraiment enfin, des guides éclaireuses, des abeilles éclaireuses, vraiment, qui vont... ah, des guides éclaireuses vraiment qui vont leur montrer le chemin, qui vont vraiment être vraiment en relation avec le soleil, subhanallah, avec l'énergie du soleil et faire vraiment la danse du 8, c'est la danse du 8, la danse de l'infini pour montrer le chemin. Euh, donc c'est quelque chose vraiment qui doit nous inspirer en tout cas, tout ce processus initiatique des abeilles en tout cas. Euh, donc voilà, je pense que le mode de gouvernance, effectivement, est quelque chose vraiment à réfléchir et les abeilles peuvent beaucoup nous apporter là-dessus. Wallahu alam, en tout cas, donc, à réfléchir, à méditer, en tout cas, bah, Salam on alaikum. explore. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Bah, merci en tout cas pour votre participation à tous. Qu'Allah vous facilite. Barakallahu fikum. Merci beaucoup pour le partage. Barakallahu fik, Sidi Raouf, pour ta présence. Je ne sais pas si le frère Hassan, tu veux conclure sur un mot de la fin ou on... Non, je te remercie. Non, je te remercie. Merci beaucoup. Et barakallahu fikum, merci à vous tous. Barakallah. Bah, prenez bien soin de vous. Bah, je vous dis, bah, du coup, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine. Oui, c'est la semaine prochaine. On reçoit la sœur Lara qui va nous parler bah, d'un sujet bah, lié avec les abeilles, qui est celui de la guérison, celui de la santé. Inch'Allah. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Salam alaikum à tous.